Qu'avez-vous à confesser, mon fils? Je vous écoute. Mais rappelle-moi ce que je... Henri Broncan, D'accord, comme à confesse. Et clac, impeccable. On redémarre. on redémarre. Henri Broncan, comme à confesse. Là, ça va être long. Ça va être long parce que c'est... ma vie, c'est, bon, disons, au moins, disons 70 ans de rugby, quoi. J'ai 82 ans, oui, voilà. Parce que, à un moment donné, tout jeune, j'avais quand même une passion pour le football. Hein. La Coupe du Monde de 1958, Coppa, Piantoni, Fontaine. Et j'ai débuté d'ailleurs par le football parce que tout simplement, il n'y avait pas d'équipe ni cadette ni junior à Mirande, donc je suis allé jouer au football dans un petit club, un petit village, parce qu'à l'époque aussi, il faut dire qu'à Mirande, il n'y avait même pas de club de football, et pourtant la Coupe du Monde de 58 avait attiré beaucoup de monde. Il n'y avait qu'un club de rugby, et mon père, qui était quand même footballeur, m'amenait beaucoup au match du football club occitan, quoi. Enfant, j'ai été bercé dans, c'était le vieux stade de Matalin, un stade extraordinaire, depuis un collège qui a été bâti dessus. Mais mon amour du rugby, il vient d'abord du football club occitan. C'est là que j'ai découvert les grands matchs, parce qu'Auroche, à cette époque-là, bien sûr, était en première division et il pouvait se confronter avec les plus belles équipes de France. Bien sûr, c'est Lourdes, la plus belle. C'était la plus belle de l'époque. Nous étions de grands amoureux du football club lourdais et du football club occitan, mais aussi de l'équipe de Mirande, c'est-à-dire de l'USAM, qui à l'époque, l'USAM était capable d'avoir sa propre équipe toute seule. Maintenant, on se retrouve avec le club du village à côté de Miélan. Voilà. Le rugby, je me rappelle, je fais sourire souvent, c'est le facteur qui passait, vous savez, le facteur, j'ai vu le facteur passer à pied, puis après je l'ai vu passer en vélo, et celui-là il passait en vélo, et ils avaient remonté une équipe de rugby junior ici à Mirande, et il était passé à la maison, il insistait, Henri, il faudrait qu'il joue au rugby, et finalement, je me suis inscrit chez les juniors de Mirande, et ça c'était en 1960. Donc j'ai vraiment débuté le rugby officiellement seulement à l'âge de 16 ans. Jusque-là, j'étais footballeur, mais on jouait au rugby au lycée, puisque j'étais élève au lycée ici. Et c'était l'époque merveilleuse, parce qu'on était un club de briques et de broc. Et on nous avait mis dans la poule des meilleurs clubs du comité Armand Bigorre junior. C'était Lourdes, c'était Tarbes, c'était Bagnères, c'était Auch, etc. Et nous, on était vraiment des débutants. Et mon premier match officiel, c'est un souvenir terrible, puisque sur le grand stade de Lourdes, et je le répète, j'avais une grande passion pour le club de Lourdes, sur le grand stade de Lourdes, contre les juniors de Lourdes, c'était Arnaudet, Campaès, etc. Nous avons été battus 100 à 3. 100 à 3. Et pour moi d'ailleurs, l'essai les 3 points, puisque l'essai valait 3 points à l'époque, a été marqué par un 3 Carrel qui était mon meilleur ami, qui vit toujours, qui est un grand supporter d'Albi, puisqu'il vit à Albi, et je lui ai toujours dit, ils nous ont laissé marquer, ils nous ont laissé sauver l'honneur. Lui, non, j'avais... Voilà. Et ça ne nous a pas découragés. 100 à 3 à l'époque, où bien sûr l'essai n'était qu'à 3 points, quoi. Alors, on ne s'est pas découragé, on est plusieurs qui avons continué, et on ne gagnait pas souvent, mais on avait... De super entraîneurs, on se régalait, on avait un groupe très solidaire, on était très proches les uns des autres, on est restés d'ailleurs très proches les uns des autres, malheureusement il y en a beaucoup qui sont partis, quoi. Le premier match, il m'avait mis demi-mêlée, puis après je jouais demi-mêlée, demi-d'ouverture arrière, puis finalement j'ai fini tout le restant de ma carrière à la mêlée, mais
Je jouais un petit peu à ces trois postes-là. J'étais pas un joueur très rapide, il me manquait de la vitesse. Après, j'ai toujours eu de très très bons entraîneurs. Je n'ai jamais eu dans ma carrière de rugby un entraîneur dont je puisse dire, tu vois, il était nul. Non, ils m'ont tous apporté quelque chose sur des plans différents, bien entendu. Il y en avait qui étaient portés sur la défense, d'autres qui étaient portés sur l'attaque, d'autres sur la mêlée. C'était une époque extraordinaire, vous savez. Après, attention, hein, on est bien d'accord, le rugby de maintenant, c'est incomparable avec celui de cette époque-là. Mais cette époque-là, il était merveilleux. C'est un rugby ce rugby de l'après-guerre, c'est un rugby de guerre, quoi. Et il faut savoir que cette défaite de 39-45, elle avait laissé des traces. Et le rugby, c'était un moyen de se préparer à la guerre, parce qu'on croit, quand je nais, on croit qu'on aura une guerre à faire, quoi. Hein. Il faut savoir que l'Indochine, aussitôt après, donc je suis né en février 1944, aussitôt la guerre d'Indochine, derrière la guerre d'Algérie, qui s'éternise, et on pense qu'il va falloir y aller, quoi. Et le rugby là-dessus était très formateur. C'est un rugby, là, bien sûr, on le critique peut-être de nos jours parce que c'est un rugby violent. Mais c'était tout simplement une façon d'appréhender les combats que peut-être on aurait à livrer par la suite, quoi. Et la première des choses qu'on apprenait, c'était se défendre, bien sûr, parce qu'il y avait des plaquages à retardement. On me disait, quand j'étais ouvreur, tu tournes et tu mets le pied, c'est-à-dire que le type qui vient te plaquer à retardement, tu vas lui mettre le pied dans la gueule, etc. Ça, il fallait toujours se méfier. Attention derrière toi. Sois toujours vigilant parce qu'on met le tomate par derrière, voilà. Et alors, mais c'est un formidable apprentissage, quoi. Et il est vrai aussi que la guerre faisait partie de nos jeux d'enfants. Nos jeux d'enfants, c'était les cowboys et les Indiens. On se bagarrait, la guerre des boutons. La guerre des boutons, on se bagarrait avec le village d'à côté. On faisait d'ailleurs des matchs de rugby de village à village. Ça, j'avais 10 ans, 11 ans. On s'installait, on prenait un pré, un ballon, on avait des peupliers, on faisait avec, on coupait les branches de peupliers, on faisait des buts, etc. Enfin, une époque merveilleuse parce que on se levait le matin, on disparaissait pratiquement de la maison toute la journée. On revenait peut-être, on amenait de quoi manger très souvent. Et les parents ne s'inquiétaient jamais, c'est-à-dire on était dans la rivière, on construisait des radeaux, et j'ai gardé de cette époque-là un souvenir merveilleux. Après, bien sûr, il y a la nostalgie, sans doute un petit peu, mais on a vraiment eu de la chance, quoi. Dans notre, c'était dur, mais bon, il y avait cet esprit de combat et le rugby. J'ai trouvé tout de suite en le pratiquant, j'ai trouvé tout de suite cette amitié, cette solidarité, ces valeurs qui sont quand même toujours celles de notre sport, encore de nos jours, quoi. Voilà. Je le raconte souvent, famille très croyante, dont au moins une fois par an, ma grand-mère qui était la patronne de la maison, c'était une société matriarcale chez moi, hein, et il fallait en pèlerinage à Lourdes. Alors j'étais enfant de cœur, tout ce que vous voudrez, mais je n'étais pas forcément très croyant, la grotte, ça allait un peu, quoi. Voilà. Enfin, on prenait la camionnette, on était très nombreux là, on était deux ou trois automobiles, etc. Et ça partait, on était une dizaine et on partait à Lourdes, quoi. Et on allait à la grotte. Et la grotte. Et ma grand-mère a une idée de génie, je crois que c'est grâce à elle que je joue au rugby, quoi. Je suis un peu ému là. Un jour, elle a dit ce gosse, je vais l'amener chez Jean Prat. Et Jean Prat, il tenait un café, le Winger, à côté du stade de Lourdes. Et je me rappelle, c'était une Montalo. Vous savez, une Montalo, c'était une fortune à l'époque, une Montalo. Et c'était, voilà. Et là, on est assis, il y a une dame qui nous sert, c'était peut-être sa femme. Et puis finalement, il arrive, quoi.
Et l'illumination pour moi, si vous voulez, ça n'a pas été la Vierge, ça a été Jean Prat, quoi. J'en tremble encore. Oh, ce qui m'impressionne, c'est quand même la qualité du jeu, c'est extraordinaire, quoi. Beaucoup de joueurs de rugby m'impressionnent, il y en a des quantités, bien sûr parce qu'il est d'à côté de chez nous, parce que c'est un enfant de notre pays, il y a Dupont qui passe en tête, quoi. Après, il y en a beaucoup, quoi. Ils m'impressionnent beaucoup parce qu'ils sont bien plus forts. Il n'y a pas de comparaison entre le rugby de maintenant et celui d'avant. Quand il y en a qui pensent qu'avant c'était mieux, non, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Après, il y a des choses qui ne me plaisent pas dans le rugby actuel peut-être, mais c'est extraordinaire. On passe des après-midi devant la télé, on ne s'ennuie jamais, presque des journées complètes, ça revient, ça repasse. Moi, je vois l'école de rugby chez nous. On voit, si vous voulez, nous, on avait un match télévisé de temps en temps, très peu. D'abord, la télévision, chez nous, on n'arrive qu'en 58, quoi. Donc, enfant, on n'a pas. Le rugby, pour nous, c'est le père qui nous amène le dimanche au match, et c'est quelquefois aux actualités télévisées, quelques bribes des matchs internationaux. On n'a pas la télé dans le Gers, c'est 58, 59, quoi, hein, voilà. Donc il n'y a pas la télé. Et quand il y a la télé, il y a très peu de matchs, très peu de matchs télévisés. De nos jours, ils sont gavés. Et ce que je constate dans les écoles de rugby, c'est que les gosses savent faire des gestes extraordinaires, parce que tout simplement, ils voient les joueurs du top 14, etc. évoluer, et ils les imitent, et je les vois réussir des choses fantastiques. Tandis que nous, comme on ne voyait pas beaucoup, eh bien, on écoutait notre entraîneur qui nous disait, la passe, tu mets les mains là, tu mets le truc, attention, surtout pas la passe à une main, la passe à deux mains, etc. Et tu te tournes. Il y avait tout ça qui a disparu parce que tout simplement les enfants voient des joueurs de très grande qualité, ils les voient très souvent, et c'est très bien. Voilà. J'ai de plus en plus de mal à aller dans les grands stades. Je suis très souvent invité. Après, il faut savoir qu'à 81 ans, dans un grand stade, il m'est arrivé d'être invité au stadium, etc., d'y aller. Il faut monter des marches. Les vieux, il faut aller aux toilettes, vous dérangez tout le monde. Les marches, c'est très compliqué pour les genoux. Vous faites la queue, alors vous faites la queue à l'entrée parce qu'il y a beaucoup de monde. Ensuite, vous voulez boire une bière, vous faites la queue, montez les tribunes, etc. Donc, j'ai laissé passer en grande partie, je me contente de la télévision. Je vais de temps en temps quand il y a des matchs. Cette année, je suis allé voir mon fils à Colomiers. Je suis allé voir l'autre jour, j'étais à Brive aussi contre Aix-en-Provence. Mais je trouve quand même une super ambiance quand même dans le stade, quoi. La très grande majorité, ils sont là, il y a des supporters des deux équipes, ils sont contre. C'était impossible à notre époque. C'était impossible. Donc vous prenez, si vous étiez à côté d'un supporter, par exemple, nous on joue à Mirande, on rencontrait Miélan, il y avait un supporter de Mirande qui osait se mettre à côté d'un supporter de Miélan, c'était un traître, quoi. Voilà. Et là-dessus, il y a eu beaucoup de progrès. Ça se battait dans les tribunes, les femmes, les premières qui étaient armées souvent de parapluies, etc. Je me rappelle à Lombès, il y en avait quelques-unes, elles étaient percutantes, quoi. Et c'était tout à fait normal, voilà. Et c'était une trahison d'encourager par exemple un beau geste d'un joueur de l'équipe d'en face, quoi. Voilà, lui il fallait le siffler et les notes. Donc vous voyez, le rugby, ça a quand même, je crois, beaucoup progressé, quoi, dans l'état d'esprit. Un pays comme le nôtre, qui est extrêmement divisé de nos jours, un des facteurs quand même d'unité, c'est le rugby, quoi, hein. Parce que le rugby, je pense, extrême gauche, extrême droite, ça se retrouve ensemble derrière le stade toulousain, et ça vit ensemble, et ça encourage ensemble. Il y a, c'est un facteur d'unité quand même, le rugby, quoi. Voilà, quoi. Je suis arrivé à Auch en 1998.
Et j'ai quitté le rugby professionnel en 2014. Donc j'ai vu arriver tout ce... je ne vois pas comment quand même le joueur peut se débrouiller sans agent, quoi. C'est quand même très compliqué. C'est très compliqué, les carrières, etc. Après, bien entendu, vous savez, les agents, vous aviez ceux avec lesquels vous étiez bien, d'autres moins bien. C'est bien sûr très compliqué. Mais je crois que l'agent, c'est quand même un mal indispensable, quoi, parce que le joueur n'a pas le temps. De nos jours, quand même, on se rapproche un petit peu du football. Le joueur n'a pas le temps de gérer tout ça. Souvent, le joueur de rugby, quand même, de notre époque, c'est quelqu'un à qui on fait, je le regrette, ça bien sûr, à qui on fait quitter l'école assez tôt, où on met l'école après le rugby, quand il a entraînement, il n'a pas école, quoi. Et ça j'ai beaucoup regretté la fin du rugby scolaire. Le rugby scolaire, vous savez, le rugby de notre époque, il y avait le rugby scolaire, le rugby universitaire. Je me rappelle étudiant à Toulouse, on allait voir jouer la fac de sciences, la fac de médecine, vous aviez Lucien Mias qui jouait, vous avez Pierre Villepreux qui jouait dans des matchs du mercredi ou du jeudi après-midi. Il y avait grande foule, il y avait beaucoup de monde. Et je regrette que ce rugby-là ait disparu, parce que le rugby scolaire aussi, il y avait, si vous voulez, un mariage entre le rugby et les études. Et là, de nos jours, quand même, on s'aperçoit que, bon, écoute, si tu veux faire médecine, tu ne peux pas jouer au rugby, quoi. Et si tu veux faire de hautes études, bon, il faut arrêter le rugby, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. On sacrifie un petit peu. Mais après aussi, de notre côté, bien entendu, pour que le joueur soit performant, il faut qu'il s'entraîne tous les jours, la musculation, les soins, ainsi de suite, quoi. Alors, on a bien sûr, à la sortie de ça, quelques gros échecs. Des gosses qui passent complètement à côté, ça tombe dans la déprime, ça tombe dans la drogue, ça tombe, voilà, un peu normal. Alors que je pense qu'à notre époque, nous, ça n'existait pas, quoi. Ça, voilà. Ouais, je vois 33 joueurs, mais 31 dans le staff. Alors là j'avoue que ça me sidère, parce que déjà 33 joueurs à gérer, c'est très compliqué, plus 31, je crois que le pire c'est les staffs. Le pire, parce que le joueur, c'est-à-dire le joueur, on le voit jouer, il est là, il joue, t'es bon, t'es pas bon, t'as fait ça, t'as fait ça. Le staff, on ne peut pas l'évaluer comme ça, quoi. Et bien sûr, dans le staff, il faut savoir que la grande majorité des membres du staff, quand même, ils sont là pour prendre la place du calife, quoi. Et c'est logique et c'est normal. Donc, c'est très difficile, surtout de nos jours, bon, pour, je pense, l'entraîneur principal, d'avoir confiance dans parce qu'il y a le staff et aussi, bien sûr, nos présidents qui sont la plupart, pas tous, mais des gens qui ne sont pas forcément du milieu, mais qui bien sûr apportent financièrement beaucoup. Et à partir du moment où ils apportent financièrement beaucoup, eh bien, ils veulent intervenir dans la composition de l'équipe, dans le recrutement. Ils sont pris dans un système, eux aussi, qui veut, bon, il faut paraître, et ça leur permet de paraître d'ailleurs, parce que vous avez plein de personnages dans le rugby, je le répète, à la tête des clubs, etc., qui sont de grands chefs d'entreprise, mais sans le rugby, qui n'auraient aucune notoriété. Et ça leur permet de gagner la notoriété, tout ça, bien sûr, ma génération, on a du mal à les supporter, quoi. Quand je vois certains présidents, quelquefois ils ont raison d'ailleurs, faire leur apprécier la qualité d'un joueur, etc. Bon, alors qu'ils n'ont jamais touché un ballon de rugby, bon, ça nous choque un petit peu. Après, j'ai vu aussi quand même des internationaux quand même faire des jugements sur le rugby, et j'y passe complètement à côté aussi, quand même. Voilà. C'est très dur quand même d'avoir
d'être et d'avoir été, quoi. C'est très difficile. On a beaucoup d'ego dans ce sport, hein, mais on doit en avoir encore beaucoup au football. Ce qu'il y a de certain quand même, c'est que le rugby avance. Le rugby avance, je parle par rapport aux cités. J'étais un grand ami de l'entraîneur du TFC, là, parce qu'il est venu entraîner à Auch, d'Espeirou, et il me disait, les cités, c'est nous, hein. Vous n'y allez pas dans les cités. Et c'est vrai que jusqu'aux années 2000, etc., le rugby correspondait très souvent. On n'aimait pas trop faire appel aux Maghrébins, aux Blacks, etc., aux Noirs. Là, il y a eu un effort énorme qui a été fait par le rugby. Les pionniers, c'est Massy, bien sûr, mais il y a eu aussi Bobigny et d'autres. Ils ont fait un effort énorme. Et maintenant, on a de plus en plus des gens des cités qui évoluent dans le rugby. La semaine dernière, il y a eu une polémique parce que Thomas Porte, qui est le député insoumis, Thomas Porte, je l'ai bien connu, puisqu'il était d'Agen. Il jouait un petit peu à Agen, il était en double licence avec Carmot, très marqué, sa famille aussi, très marqué. Et justement, il disait que le rugby, il se plaignait que le rugby était pro-blanc, quoi, en gros. Non, le rugby là-dessus, quand même, a fait d'énormes progrès. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait plu. À un moment donné, j'étais à Lombez ce matin, facile, comme à Mirande, facile, quoi. Et j'avais envie d'aller à Mpalo, au Football Club Toulousain, etc., essayer de me frotter avec les gosses de la banlieue et les amener au rugby. J'ai eu la chance d'enseigner au lycée du Mirail, j'ai enseigné aussi au collège de la Rainerie, et là j'avais réussi à amener au rugby des jeunes de la cité, et ça avait été pour eux quelque chose de très très bien, et pour moi aussi, quoi. Voilà, donc le rugby là-dessus, il progresse, il a progressé, il y a toujours, bien entendu, encore quelques insultes racistes qui sortent. Ça existe encore, vous savez, le rugby, on dit, il est comme la vie, quoi. Il est comme la vie, c'est-à-dire, il y a des choses très bien. Et puis le dopage, le racisme, le sexisme, tout ça, bien sûr, c'est pas éliminé. Mais je suis optimiste quand même, il me semble que ça va de mieux en mieux, quoi. Voilà. Dimanche dernier, ils m'ont fait faire le discours d'avant-match. Mirande, on allait à Nogaro, match aller. On a perdu 5 points, j'espère que dimanche prochain on rattrapera. Et je sais que j'ai choqué les remplaçants, quoi. Les remplaçants, maintenant, on ne sait plus quel nom leur donner. Alors, genre finisseur, etc. Il a dit non, vous êtes remplaçants. Et je les ai choqués parce que je leur ai dit, vous voyez, à mon époque, moi, le remplaçant, il rentrait, on menait 21-10 et on perdait 21-15, le remplaçant a perdu son match. Il a perdu 5-0, c'est pas compliqué. Voilà. Et le contraire, bien entendu, le remplaçant, il a gagné son match quand il est sur le terrain. Hein. Et alors, ça les a choqués vraiment, parce qu'ils sont venus me voir à la fin du match. En plus, ils avaient perdu leur match, la plupart des remplaçants. Et on dit, on a perdu le match, mais c'est dur ce que tu nous as dit là. Et oui, bon, le rugby, c'est dur aussi. Voilà, le rugby, c'est dur. Un remplaçant, il doit être capable de permettre, si on le fait rentrer, de permettre à son équipe, sinon il ne faut pas qu'il rentre, quoi. Voilà, il faut qu'il fasse progresser le score de son équipe. C'était ma ligne de conduite, bon, c'est contestable bien entendu, mais moi c'est ainsi que je jugeais mes remplaçants. Tu as gagné le match, tu as perdu le match. Voilà. Au moins qu'ils sachent que ça se passait comme ça, quoi. Voilà. J'aimais beaucoup les citations et il y avait, j'aimais beaucoup, voilà, il y avait la citation de la semaine, la citation d'avant-match, j'aimais, ça me permettait de lire, ça permettait aussi à mes joueurs de se cultiver un petit peu, quoi. Voilà. Ah mais j'aimais, ça c'est sûr. Ça va être parce que je suis trop vieux.
Vous voyez, un 44 à 32, qui c'est qui a marqué, qui c'est qui n'a pas marqué, là-dedans, qui c'est qui menait, je n'arrive plus à suivre. Et là, je provoque un petit peu, mais le plus beau match de rugby de ma vie, mais je le pense sincèrement, parce que c'était aussi les débuts de la télévision, c'est le 0-0 en 1961 entre la France et l'Afrique du Sud. 0-0. Ce match, c'est un souvenir merveilleux pour moi. Quand je pense que c'était 0-0, les gens de maintenant, ils vont dire 0-0, qu'est-ce qu'ils ont dû s'emmerder? Et moi, je m'étais régalé. Ça avait été un match fantastique, arbitré par le Gallois Walters. Et j'en ai un souvenir merveilleux. Et j'ai un souvenir merveilleux de ces matchs 8-3, 6-3. Et maintenant, dimanche dernier, dimanche soir. Fatigué un peu quand même aussi du match d'Anogaro, etc., le repas d'avant-match, déplacement, et je m'installe devant le stade toulousain, donc contre Clermont. 21-0 en 10 minutes, 21-0 en 10 minutes. J'ai honte de le dire. J'ai fermé la télé, j'avais un chouette bouquin, je me suis mis au lit et j'ai lu. Et le lendemain, je m'aperçois que Clermont a battu le stade toulousain. J'ai honte, je le répète. J'ai du mal à supporter. Ça me rappelle le basket, quoi. On a des scores de basket. Ça me gêne dans le rugby actuel. Quelque chose qui me gêne aussi un petit peu, c'est un peu l'omnipotence de l'arbitre, quoi. J'ai toujours aimé les arbitres. J'aurais aimé arbitrer. J'ai jamais eu le temps, j'étais entraîneur, etc. Là, quand même, c'est plus important que Dupont, voilà, et Ntamak, l'arbitre, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Avec ces fins de match, on les a vus encore ce week-end. Ces fins de match terribles, quoi, où une équipe. Écoutez, je dis peut se faire assassiner, quoi. Assassiner, bien sûr, c'est un grand mot, mais c'est un petit peu ça, quoi. Vous pouvez mener de 10 points à 1 minute de la fin, poum, poum, le renvoi, etc. Ça dure 3-4 minutes de plus, vous repartez à la maison, vous avez perdu. J'ai l'impression quand même que les arbitres, au fur et à mesure que la rencontre se déroule, deviennent de plus en plus importants. Et ça me gêne. Et ça me gêne un peu. Et j'aime bien les arbitres. Et j'aime bien discuter avec eux. J'aime bien parler. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'ils ont fait des progrès énormes. Parce que ma jeunesse, ici à Mirande, on ne connaissait pas beaucoup les règles. Il y en avait moins. On ne les connaissait pas beaucoup. Mais je vous assure que j'ai été arbitré par des arbitres qui ne les connaissaient pas non plus, quoi. Et c'était l'espèce de modus vivendi, voilà, c'était extraordinaire. Alors il y avait combien? 4 pénalités contre 3, quoi, et tout allait bien. De nos jours, voilà, par moments ça fait très mal, quoi. Voilà, avec les histoires des cartons. Ma génération, on a un petit peu de mal avec ça, quoi. Voilà. Les fêtes de Vic, c'est sacré ici dans le Gers, c'est sacré. Et les joueurs, c'est le rendez-vous de tous les joueurs de rugby du département, mais aussi des départements limitrophes, tout le monde est là, ça fait. Et c'est vrai que on n'avait pas fait un bon match, je crois qu'on revenait de Bayonne, un truc comme ça. Oui, on revenait de Bayonne. Et j'avais dit aux joueurs, parce qu'on avait un match de championnat le dimanche après, si j'apprends qu'il y a un joueur qui est au fait de vie, qui ne jouera pas dimanche prochain, et c'était un gros match, je ne sais pas contre qui, voilà. Et finalement, sous l'instigation de leur capitaine, qui était un très très bon joueur, qui était un peu fêtard, qui est devenu un entraîneur réputé d'ailleurs dans le jour. Et je me demande comment il réussit à imposer à ses joueurs d'éviter de faire la fête, parce que lui aimait la faire. D'ailleurs, je crois que s'il l'avait fait un peu moins, il aurait été aussi un très grand joueur. C'est devenu un très grand entraîneur, mais il aurait pu être aussi un très grand joueur. Et tout simplement,
mais toute l'équipe est allée au fait de Vic Fensac. Il a bien fallu que je compose l'équipe. Je ne pouvais pas composer l'équipe. C'était un match important avec la B. Dans les autres récits, un petit peu dans ce style-là, quoi. On va jouer à Parme avec le Football Club Occitan en Coupe d'Europe. On fait pas un bon match à Parme, on perd alors qu'on devait absolument gagner. Une crise terrible aussi dans le vestiaire. Et je leur dis, ce soir, tout le monde au lit à 10h. On devait prendre le car pour prendre le train, pour prendre l'avion à Milan. On devait prendre le car à 4h du matin, quelque chose comme ça. Je veux pas que tout le monde au lit. Et puis je dormais avec un copain qui était le manager, etc. Dans le matin, là, à 4h, il réveille, il dit je crois qu'ils t'ont pas écouté. Il y a eu du bazar. Le rendez-vous, 4h là, tout le monde là, toute l'équipe des yeux comme ça, comme la gueule. Et je leur mets un abattage. Et là, devant moi, il y avait un Néo-Zélandais qui était fatigué, il avait ou peur, un mec super. Alors je les traite de tout, vous êtes tous des cons, vous ne comprenez rien, vous ne comprendrez jamais rien. Et je le vois à lui, je dis, il n'y a que les étrangers, en effet, il n'y a que les étrangers qui me plaisent dans ce club, eux ils sont rigoureux, eux ils sont là. Et je vois des petits sourires autour, on avait un autre Néo-Zélandais, je ne citerai pas le nom, mais qui était irréprochable. C'était un type fantastique, irréprochable, qui est toujours irréprochable, qui d'ailleurs que j'ai retrouvé ici à Mirande, il risque de passer dans la rue tout à l'heure. Et je le voyais sourire et je me suis dit, il y a quelque chose. Quoi. Et je dis tout d'un coup, je cite son nom, où il est lui? Et alors des sourires jusque-là, j'ai compris. Il était tombé sur des Néo-Zélandais qui jouaient à Parme. Il a pris une cuite monumentale, mais monumentale, ivre-mort. Alors que c'était un joueur, toujours le premier à l'entraînement, etc. On l'a traîné dans le car. Heureusement, là, les gens n'ont pas été regardants parce qu'on n'a pas le droit de rentrer. Il a fallu le monter dans l'avion. Et c'est un joueur vraiment irréprochable qui s'était fait attraper, quoi. Et que j'ai fait jouer, bien sûr, le dimanche après, parce qu'il était fantastique. Mais ce que je veux dire, c'est que mes joueurs dont je savais faire la bringue, mais je crois que de nos jours aussi, quand même la troisième mi-temps continue à faire partie du rugby, quoi. Et je pense que nous, on était plus solides en troisième mi-temps que quand même, quoi. On la supportait davantage. De nos jours, je pense qu'ils ont un peu plus de mal, quoi. Voilà. Et c'est bon, il y avait quelques accrochages, quelques bagarres, mais enfin bon, ça c'est voilà. Il y a eu une soirée terrible. Une soirée terrible. On rencontre Mont-de-Marsan en Coupe de France. Nous, on est au fond du classement du top 16. On souffre un peu. Et Mont-de-Marsan rayonne et rayonnant en Pro D2. Je pense qu'on devait dire Pro D2. Quoi. Et là, à la mi-temps, on est mené 13-3, quelque chose comme ça, et Fouroux rentre dans le vestiaire. Fouroux était président. Fouroux est un personnage exceptionnel, attention, là, exceptionnel. Et là, on a un Fouroux, mais fou de rage, qui rentre à la mi-temps, qui insulte les joueurs, qui en prend un au colbat qui se reconnaîtra aussi, et le joueur, au lieu de énervé, super énervé, au lieu de craquer, c'est arrivé assez là, cette histoire, elle est célèbre. Elle a fait la même chose. Le match reprend. Pendant 10 minutes, nos joueurs sont terrorisés encore, comme ça. Et finalement, petit à petit, on se reprend et on gagne d'un point, 13-12, etc. Dans le vestiaire d'après-match, Jacques revient et le vestiaire ne lui a pas pardonné
le vestiaire ne lui a pas pardonné l'esclandre, ne lui a pas pardonné la colère, quoi. Parce que la colère avait été d'une violence à la Jacques Fouroux. Bon, c'est peut-être grâce à ça d'ailleurs qu'on a réussi à remporter le match. Et là, on décide de partir dans un bar, des petits bars d'Auch. Jacques Fouroux, c'était plutôt le Darol, le France, et on est là, et on est tranquille, on fait la troisième mi-temps, on est content quand même. Et je venais de dire, tu vois, je venais de leur dire, Jacques Fouroux, ça, il ne viendra pas là. Il apparaît. C'était lui, ça, c'est un battant, quoi. Il aimait jamais, il aimait pas perdre, il avait perdu. Et il vient me voir et il me dit, écoute Henri, il y a eu l'incident est clos, débrouille-toi pour les amener, le club vous offre le repas au Darol. Bon. Là, il a fallu voir les leaders, leur dire, bon, il faut pardonner, on a gagné, du mal déjà. Et quand on monte vers le Darol, Fouroux c'était déjà avec les étrangers, si vous voulez, étaient très redevables à Jacques, bien entendu, parce que eux étaient très obéissants, très disciplinés, beaucoup plus que nous. Et ça se retrouve donc, eux c'était à l'étage au Darol, nous on est en bas. Et là, les joueurs avaient quand même beaucoup bu, ça se remet à boire. Hein. Et Jacques Fouroux nous envoie le capitaine de l'équipe, qui était un Roumain, venir nous dire de monter. Et le Roumain, il y avait un petit fond un petit peu raciste, sans doute un petit peu, vous êtes des cons, vous êtes montés, vous avez obéi, etc. Et là, refus de monter en bas. Jacques Fouroux descend l'étage. Il se retrouve, les types demandent de monter. Les types, vous savez, quand vous êtes bourré au rugby, parce qu'on était tous plus ou moins, refus de monter. Et là, donc, il se retrouve en bas, il se fait siffler, huer, etc. Il part fou de rage. Nous, on reste en bas. Moi, je rentre, j'habitais Samatan, bien entendu, à l'époque. Je rentre à Samatan, cours, j'étais prof encore. Pas en grande forme, mais cours quand même. Et ma femme m'appelle, elle me dit, Jacques Fouroux, je veux te voir ce soir à 18h. Bon, je savais pourquoi c'était, quoi. On se retrouve, on s'appelle un peu entre nous, les entraîneurs, on était tous convoqués à 18h. Bon, là, on est réunis, on va au siège, quoi, faire au siège au club, sur les tribunes, et là Jacques Fouroux nous prend, il avait convoqué le trésorier, le secrétaire, etc. Bon voilà, vous êtes mal tenu, etc. Vous êtes mis à pied. Mis à pied. Moi je connaissais Jacques très très bien parce que j'ai été junior avec son frère. Moi je suis de 44 et de 47, son frère était de 45. On a toujours été très liés avec Jacques Fouroux, très liés. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, qui m'a beaucoup donné, beaucoup appris. Les relations entre nous deux ont toujours été quelquefois difficiles entre gens de caractère, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et là, on était donc les trois, mes deux collègues essayent de discuter, moi je ne discute pas, je dis bon Jacques, est-ce que je peux te voir en tête à tête, etc. demain. Oui, il me dit rendez-vous, et il me donne rendez-vous dans un café qui était tenu par son meilleur ami. Vous savez, Jacques a été souvent trahi dans sa vie, mais il avait des amis extrêmement fidèles. Celui-là s'appelait Henri Poulençon. Pour moi, c'est le meilleur ami. Il est décédé il y a 5 ou 6 ans.
c'était le meilleur ami de Jacques. Parce que lui, c'est un fidèle de Jacques. Vous voyez, il a souvent été trahi, Jacques. Lui, c'est quelqu'un que je n'ai jamais entendu dire un seul mot de mal de Jacques. Alors il tenait un restaurant dans la galerie marchande de Leclerc. Et là, c'est du Jacques tout craché, quoi. Et, je regarde, il y avait 3 couverts, alors qu'on devait être face à face. Et on a à peine le temps de s'asseoir. D'abord, lui, toujours en retard. Donc moi, j'avais prévu un quart d'heure en retard. Il est arrivé demi-heure après. On se retrouve, et là arrive avec le Calpin, le journaliste de la Dépêche, qui était son meilleur ami, qui était aussi un très très bon ami avec lui. Je me suis dit, ça y est, ça y était pris. Et finalement, bon, je savais que ça allait bien se passer, parce qu'on était trop. Jacques, dans les moments très durs de ma vie, Jacques a toujours été là. Donc, je ne pourrais jamais dire un seul mot de mal de Jacques. Et finalement, donc, ça y est, sauvé bien sûr, rétabli dans mes fonctions. Il a fallu rétablir les 2 autres, il a fait un peu la niche, puis finalement il les a rétablis. Voilà, alors, mais c'est une des nuits les plus extraordinaires de ma vie, parce que ça avait été fantastique, le Darol. Ouais. Parce que le Darol était un de ses bars préférés avec le France, etc. Jacques, c'est quelqu'un, j'ai jamais vu le même. Au fur et à mesure que la nuit se déroulait, il devenait de plus en plus fort, de plus en plus costaud, de plus en plus fort. Après, il devait dormir, bien sûr, la matinée. Mais là, je l'ai vu tenir des conversations avec des clodos, avec des trucs, essayant de prouver la baradita, les appuis inversés, se mettre à mêler. Il était vraiment génial. La nuit, il était génial. Ils ne vont pas vous gêner. Il était génial. Des nuits à parler de rugby, il faut en parler d'autre chose aussi, mais brillant. Je crois que c'est le plus grand de nous tous. Même, alors certainement que Dupont doit être peut-être un peu meilleur que lui en tant que joueur, mais en tant que capitaine, stratège, et un gros cœur. Hein. C'était un ami de Jacques qui était conseiller d'éducation là-bas, qui nous avait donné qui nous avait permis d'aller au lycée Amasseb. C'était extraordinaire parce que c'était très rustique. Et quelques joueurs qui étaient passés par des clubs un peu plus huppés, ça les gênait un petit peu. Et c'était des préparations qui correspondaient vraiment au football club occitan, quoi. Voilà, à ce que je voulais faire du football club occitan, c'est-à-dire un club très rustique. Alors bien sûr, les lits, c'était très compliqué parce que des joueurs, les secondes de ligne, ils avaient beaucoup de mal, ils avaient mis les pieds, mais il y avait un terrain d'entraînement avec plein de trous, etc. Mais c'était pas grave. La nourriture très humble, très simple, et on se préparait, si vous voulez, c'était un petit peu lutte des classes, quoi. Nous, on est pauvres, les autres, ils sont dans le plus bel hôtel de Toulouse, avant de venir jouer chez nous. Et nous, on est là, rusticité maximale, en jouant beaucoup là-dessus. Et c'était une façon pour nous de, voilà, je le répète, la lutte des classes, quoi. À l'époque, j'étais un peu engagé politiquement, maintenant j'ai baissé, quoi. Mais voilà, c'est de très bons moments. Elimène, c'était surtout, lui, c'était pas un joueur de 15, c'était un joueur de 13, qui a joué à Bordeaux 13, qui a beaucoup joué, un très très gros défenseur, quoi. Alors, le rugby pour lui c'est la défense. Il ne supporte pas les plaquages manqués, plaquage il faut faire mal, l'agressivité. Ça ne m'étonne pas qu'il m'ait mis ce plaquage à retardement alors que j'avais 50 ans, qu'il avait vraiment essayé de me démolir quand même sur le coup, quoi. Voilà. Mais ça a été le début d'une grande amitié, quoi.
Ici à Mirande, vous aviez par exemple la garde mobile qui avait son équipe, qui faisait un match contre l'usine Bénac et contre l'USAM, un tournoi, vous aviez un match pro-élève ici. Tout ça, ça a disparu, quoi. Ça a disparu et je le regrette. Et lui, je l'ai découvert avec un match d'anciens où on continuait à jouer à 50 ans, là, on s'amusait, ça bricolait, lui il jouait au Lyon d'Auch. Et on va faire, moi je jouais aux anciens de Tri, les escamades, j'ai jamais joué à Tri, mais il m'a mené. Les tirs à 50 ans, je mettais un peu le nez un peu à la fenêtre quand il y avait un troisième lignel un peu plus vieux que moi. Et dans un match à La Sèbe, je me rappelle à côté de Pau, je prends un bouchon à retardement, sur un bas, et ça a été le début d'une grande amitié. Et quand je suis venu entraîner à Auch, je l'ai recruté comme manager, parce que quelqu'un, la rigueur, la tenue, tout ce qui... Ça m'arrangeait bien qu'il le fasse. Donc après, je suis parti, j'ai quitté Auch, et quand je suis parti donc à GN et Albi, mais on ne s'est jamais perdu de vue. On s'est toujours appelé. Et quand je suis revenu ici à Mirande, il était déjà là depuis un an. Donc on s'est retrouvés. C'est quelqu'un avec qui je communique tous les matins, systématiquement. On s'appelle à 8 heures et on parle pas seulement du rugby, quoi, de la vie en général. Moi j'ai 82 ans, il en a 84, 85. Bon, ça devient un peu plus dur pour lui, ça devient un peu plus dur pour moi, mais notre rendez-vous du matin, il est immanquable, quoi. C'est une tradition, quoi. Et là, encore samedi prochain, avec deux autres amis, on va se réunir, on va aller à l'Estelle, parce que l'Estelle était un lieu. L'Estelle Bétaram, là aussi on allait à un stage là-bas et on a gardé de très bons rapports avec avec le restaurateur de là-bas et on y va de temps en temps. Chaque fois qu'on allait jouer vers Pau, par la Bayonne, on s'arrêtait à l'Estelle, quoi. Voilà. Le rugby m'épuisera jamais. Là, ici, épuisement, la Covid m'a mis un peu, voilà, et puis je n'entraîne plus parce que je ne suis plus capable de démontrer. Et j'ai longtemps pu démontrer, c'est-à-dire que j'étais capable de faire une passe, j'étais capable de mettre un coup de pied dans le ballon. Je pense que ça compte quand même, il ne faut pas que l'entraîneur soit ridicule. Moi, de nos jours, on me fait une passe, je vais manquer le ballon. Je ne vais pas être capable simplement de montrer à un gosse comment il faut taper un drop, etc. Ça, c'est... Je pense qu'un entraîneur, il faut qu'il montre un minimum, quoi. Et c'est ce qui m'a... Sinon, moi, le rugby, c'est ma vie. J'ai beaucoup de mal avec des amis qui n'aiment pas le rugby, d'ailleurs. Mais j'en ai. Mais quand même pas beaucoup. Et ce sont quand même mes amis. Et ils râlent parce que j'essaye de les amener au rugby et qu'eux ne veulent pas y aller, quoi. Voilà, le rugby, ça a été le rugby m'a sauvé, moi. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Pas toujours en bien, mais rarement en mal. Et beaucoup en bien. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sans le rugby, je pense... je ne sais pas ce que je serais devenu, quoi. Voilà, quoi. Le rugby m'a toujours tenu, quoi. Ça a été mon garde-fou. Et d'ailleurs, quand j'ai entraîné, dans les clubs où j'ai entraîné, j'ai rencontré des gosses qui ont lâché le rugby. Et comme je savais qu'ils étaient fragiles, j'ai toujours pensé que ça allait être très dur pour eux. Et c'est arrivé, vous savez, j'ai des gens... J'ai des anciens joueurs qui ont fait de la prison ou des choses comme ça. Et je l'avais presque prédit, parce que il arrête lui. Voilà. Il faut savoir aussi que dans ma vie d'entraîneur, j'ai été très... je suis allé très souvent à la centrale à Muret, où j'amenais régulièrement mes joueurs de rugby, en particulier les Lombésiens.
majeur, et on allait jouer contre les prisonniers. Et j'ai rencontré des prisonniers, moi j'ai rencontré des joueurs de première division de l'époque, internationaux, etc., qui étaient à la centrale. C'était un moment extraordinaire pour moi, extraordinaire pour eux. Ils s'en souviennent beaucoup. Là aussi une anecdote. Ça s'est arrêté parce que il y avait à peu près 10 ans que j'y allais. Et il y avait un jeune qui collectionnait tous les articles sur l'Ombé Samatan, etc. Et il était toujours là et il jouait contre nous. Et entre lui et moi, un lien s'était créé, c'est-à-dire qu'il arrivait, il me montrait son pressbook, etc. avec nous. Relation vraiment privilégiée. Et puis sur le terrain, un dur. Il parlait et il me disait voilà, ça fait 10 ans que j'y suis. Un jour il me raconte, j'en ai encore pour 10 ans. 20 ans quand même. 20 ans ça fait. Bon. Et il y avait cette. Je vous assure que ce gars-là, il m'aurait dit je sors là, est-ce que je peux dormir chez toi? Et un jour, n'y tenant plus, je vais vers leur éducateur, il y avait un responsable de l'équipe, etc. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a fait lui quoi? Ça faisait 10 ans qu'il était là. Et là, il me raconte, il avait 19 ans, c'est vrai, il va dans un garage pour voler la voiture. De l'étage, le propriétaire descend, il le tue. La femme entend ça, elle descend, il la tue. Il monte à l'étage, il y a 2 gosses de 6 ou 7 ans, 4. J'ai jamais pu revenir à la centrale à Muret. Je le regrette presque. Je le regrette parce que c'était pas le même homme, mais j'ai jamais pu passer par-dessus ce qu'il avait fait. J'ai jamais pu pardonner. Peut-être que maintenant, je l'aurais fait. Mais là, je n'ai pas pu. Ça a été une expérience très rude pour moi. Après, aller à la centrale, j'étais heureux. Toi, je me rappelle avoir vu Madel Rieu. Madel Rieu, c'était le talonneur de Bord-les-Orgues. Il avait joué aussi à Brive. Il pouvait jouer talonneur. Il a été international B, 2000 mêlées, 2000 ouvertures. C'est celui qui avait fait, à l'époque, c'était le recordman de la durée des peines en prison. Il avait tué, je crois que c'était sa femme, et quand il était sorti, au bout de 7 ou 8 ans, 9 ans, il a tué sa maîtresse. Alors lui aussi, c'était... Et ce gars a eu une gueule d'enfer sur le terrain. Je ne savais pas que c'était Madel Rieu. Il jouait, il avait 54 ou 55 ans dans cette équipe de bras cassés, quoi, parce qu'il y avait des jeunes et des vieux. Et je l'entends dire, oh, si vous aviez, à l'époque, à Brive, en parlant... Et je lui dis, toi, tu es Madel Rieu. Il avait été très content, quoi. J'ai rencontré aussi un Catalan international, seconde ligne, son fils, quelques années plus tard. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que, vous savez, je crois que j'aurais pu peut-être à un moment de ma vie me retrouver, vous savez, peut-être du mauvais côté, quoi. Voilà, il ne faut pas juger. Et je regrette presque d'avoir jugé celui donc, qui a exécuté ces 4 personnes, parce que je regrette, c'était plus le même, quoi, 10 ans après. Après, bien sûr, l'acte était effroyable. Voilà. Moi, un conseil que je donne, c'est quand tu as fait un mauvais match, tu le sais, alors tu lis surtout pas le journal. Excusez-moi pour minute olympique, là, tu ne lis que quand tu as gagné, quoi. Voilà, quoi. Il ne faut pas se faire mal, quoi. Voilà, les réseaux sociaux, tu ne regardes pas. Quand tu as gagné, tu regardes. Quand tu as réussi un bon match, voilà, il faut essayer de... je leur souhaite d'avoir une femme, une mère auprès d'eux,
je crois que la femme dans notre société, c'est quelqu'un de vraiment très important. S'il n'a pas la compagne, s'il n'a pas une bonne compagne, c'est dur. S'il n'a pas des enfants, c'est dur. C'est dur pour les enfants aussi, c'est terrible, quoi. Voilà, je les envie pas. Je les envie pas, quoi. Voilà, vous les aviez pas. Non, pas du tout, pas du tout. Je vois parce que il y a trop de gens qui ont envie de faire de mal, qui font mal, qui sont des lâches, qui ne font mal que par la langue, que par les réseaux sociaux, etc. Il y a des gens aigris, des gens amers, quoi. Il y en a beaucoup, quoi, dans notre société. Le rugby ne mérite pas ça, quoi. Le rugby ne les mérite pas. Le rugby ne les mérite pas. C'est tellement compliqué, le rugby, c'est tellement difficile. Parce que là, je regardais sur l'équipe, hier, il y avait, ou avant-hier, il y avait un très bon article, la Coupe du Monde se prépare, quoi, de football. Et l'importance de l'intelligence artificielle dans la préparation de la Coupe du Monde. Voilà, elle arrive. Et alors, ça va, ils ont trouvé des trucs extraordinaires, la façon dont en plein match on peut changer la tactique en fonction. Ça me dit quand même, en rugby, on pourra pas y arriver, c'est pas possible. On trouvera quelqu'un, mais le rugby, à partir du moment où il y a ce ballon qui est ovale, qui part dans tous les sens, etc., est-ce qu'on va pouvoir être capable de maîtriser le rebond d'un ballon, etc. Donc, j'espère que je n'y arrivera jamais, quoi, l'intelligence artificielle. J'espère qu'on continuera à avoir des gens qui sentent, d'autres qui cherchent un peu plus scientifiques, mais d'autres un peu moins. Voilà, qu'on ne mettra pas le rugby en bouteille, quoi. Voilà, quoi, que le rugby, c'est quand même, restera un sport très libre, quoi. Voilà. Je vois de très bons matchs, je vois de plus en plus de monde dans les stades, surtout en top 14. Ici, on va jouer dimanche un match retour de phase finale. Le stade va être plein quand même, il va y avoir de l'ambiance. Il n'y aura pas de bagarre dans les tribunes. Il y en a de moins en moins, il y en a quelques-unes. Après, on les connaît davantage parce que les moyens de communication sont plus importants qu'avant. Donc, il y en avait quand même beaucoup à notre époque, quoi. Alors, moi, je fais confiance au rugby. Après, en sachant quand même que je suis quelquefois très dur avec lui, que l'homophobie, le sexisme, le racisme, tout qu'on voudra, la violence, tout ça, elle y est. Il faut continuer à lutter contre elle. Je pense qu'elle n'augmente pas. J'ose espérer qu'elle n'augmente pas, quoi. J'ai encore confiance dans le rugby, j'ai confiance dans ce sport qui vous donne quand même les meilleurs ennemis et les pires amis. Ce qui se passe à l'heure actuelle, tout simplement à partir du moment où on n'est pas en top 14 ni en Pro D2, qu'on n'a pas de club à ce niveau-là, on perd tous nos jeunes. C'est-à-dire, nous ici à Mirande, on en a à Mont-de-Marsan par exemple, en Crabos, etc. Ça part à Colomiers, ça part à Toulouse, on ne les fixe plus, quoi. Après, je parle là de Mirande, je vois travailler les éducateurs de mon école de rugby. On a de super éducateurs. On a de super éducateurs entièrement bénévoles, qui prennent sur leur temps, qui s'occupent des gosses le mercredi et le samedi, qui quelquefois les prennent à part. On a cette chance d'un pays magnifique, parce que quand il y avait à la grande époque du football club occitan, je râlais, moi, parce qu'on n'avait pas d'aéroport, on n'avait pas d'autoroute, on n'avait pas de TGV.
je me demande si c'est pas le gros avantage de notre département, c'est justement ne pas avoir ça. On est bien, vous savez, ici. Et le gosse, quand même, il est bien, quoi. Au lycée, il est bien, il est encadré. Je le répète, la fin du rugby scolaire, ça me fait mal, quoi. Mais on est bien dans ce pays, quoi. Et c'est très très bien pour le rugby, quoi. On a quand même, par exemple, Arfeuil qui tourne très très bien à Pau, qui est sorti de lecture. On sort des joueurs. Les Hautes-Pyrénées sortent aussi des joueurs. Ce sont des joueurs de milieux quand même ruraux. Ici, le stade il est toujours ouvert, vous allez taper, etc. Je vois d'ailleurs des gosses qui continuent à venir au stade. On a cet avantage-là sur la ville, quoi. La ville, souvent, le stade il est fermé, on ne peut pas y rentrer, etc. Ici, on a ça et je crois qu'on continue quand même à sortir de bons joueurs. Alors, on a eu la génération dorée, là, hein. Bien sûr, avec Aldrit, j'ose à peine dire Dupont parce qu'il est de Castelnau-Magnoac à la limite, et les Haut-Pyrénéens, ça les énerve, mais Gélon, bien entendu, Lebel, on a tout ça, Bourgarit, il y en a d'autres qui arrivent. Auch fait du très bon travail chez les jeunes. Auch fait du très très bon travail en cadet junior. Et j'espère ce travail. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Auch n'est pas au moins en National 1, ils sont en train de travailler pour les autres, quoi. C'est-à-dire pour les clubs pro des autres des départements limitrophes, quoi. Auch n'a jamais eu de mécène. Hein. Quand à notre époque-là, c'était... moi, je pense que si les Gersois, et c'est très très compliqué, je crois que je suis un des rares à y être parvenu, ne s'unissent pas. Moi j'avais des joueurs de Richt, de Gimont, de Lombès, j'avais les meilleurs joueurs du département. À 2 ou 3 exceptions près, on avait réussi à regrouper les meilleurs joueurs du département sur Auch. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, voulez-vous, tant que Auch perd dimanche dernier, j'ai vu des gens sourire contents. Alors que moi je ne suis pas content. J'aurais aimé qu'ils gagnent. Il nous faut impérativement la locomotive. Et l'esprit gersois, quand même, on a un très fort esprit de clocher ici. On n'aime pas trop le riche, on n'aime pas trop le grand, quoi. Vous voyez, il y a ce côté gersois, là, voilà. On n'aime pas trop celui qui monte trop sa tête, quoi. On lui coupe la tête. Voilà, il y a ce petit côté, c'est notre problème à nous. On est très attachés encore. Après, c'est une force aussi, on est très attachés à nos clochers, quoi. Voilà. Mon fils et moi, on est très différents. Moi, j'ai eu du mal à quitter le Gers. Je suis allé faire mon expérience à Agen. J'ai fait, qui a été très moyenne, parce que je me suis retrouvé dans un monde qui n'était pas le mien. Par contre, à Albi, j'avoue que j'ai passé vraiment de très très bons moments. C'est un club gersois, quoi, Albi. Lui, c'est un voyageur. C'est un voyageur. Là, il va partir en Géorgie en juin. Il a été à Bath en Angleterre, il a entraîné l'Australie à la dernière Coupe du Monde. Lui, il voyage. Ses gosses, les 2 enfants, je ne les vois jamais parce que c'est toujours en train de... C'est à droite et à gauche. On est très différents, on a une conception du rugby qui est également différente, même si on est tous les deux très attachés à Lombès-Samatan. Lui, il a été formé au Lombès-Samatan Club. C'est un club extraordinaire, Lombès-Samatan Club. Je souffre chaque fois qu'ils perdent. Dimanche dernier, ils ont perdu contre Gimont. J'ai téléphoné à mes copains, mais comment est-ce possible? Ils m'ont répondu, mais on a fait une très bonne recette. Ça m'a pas satisfait comme réponse. Voilà, être battu par Gimont, j'ai beaucoup d'amis à Gimont, c'est mes voisins, mais enfin, j'adorais les battre, quoi, voilà. Et donc, très différent. D'ailleurs, l'année dernière, on ne s'est pas parlé pendant 3 mois.
parce que j'avais été interrogé par un journaliste du Petit Bleu d'Agen après un match Brive-Agen et j'avais dit qu'Agen c'était un jeu beaucoup plus de mouvement que celui de Brive, etc. Et on ne s'est pas parlé pendant 3 mois, mais bon, on a quand même des relations difficiles. On a du mal à parler de rugby quand même tous les deux ensemble. Pierre, et à la fois, parce qu'il ne gagne pas toujours, inquiet aussi quand il ne gagne pas, quand l'équipe tourne un peu plus mal, etc. Parce qu'il se retrouve justement dans ce système de ces entraîneurs que je trouve quand même un peu malheureux, quoi. Vous voyez Mola, qui est quand même l'entraîneur un des plus grands de France, sinon le plus grand à l'heure actuelle, quoi. Dimanche dernier, la défaite contre Clermont, on voit que voilà, il charge, quoi, il est malheureux. C'est dur, quoi, même pour eux, quoi. Nous, Auch, on était les plus petits. Que le plus petit perde, c'est pas grave. Le grave, c'est quand on est en haut, quand on est gros, quoi. Brive devrait être le plus gros de la Pro D2 et il n'y arrive pas. Et pourtant, j'ai été l'autre jour, c'était formidable, une soirée, c'était contre Aix-en-Provence, le stade était plein, une ambiance extraordinaire, Hollande qui était là, mais d'une simplicité, et bien sûr, on avait notre Gersoise qui l'accompagnait, et elle était adorable. Il y avait Fabien Galtier qui était venu voir jouer son fils, il y avait du monde partout, des types, et c'était super, quoi, voilà, quoi. Et à côté de ça, eh bien, les résultats sont quand même difficiles, je pense qu'ils vont se qualifier, mais c'est pas... se qualifier, ils vont se qualifier, mais bon, je trouve que... Alors lui, je pense qu'il est marqué par ces années lombésiennes, ce rugby un peu étriqué, le rugby gersois, quoi. Le rugby gersois, il est étriqué, quoi. Et il a un peu de mal dans le rugby actuel où tout le monde doit aller vite. Le gersois, il aime bien un pilier droit qui fasse les mêlées. Et tant pis s'il ne touche pas le ballon de toute l'après-midi, mais il veut que le type il recule en mêlée, quoi, c'est ça. Et on a actuellement un rugby où il faut bouger, il faut courir, il faut beaucoup se déplacer, quoi. Et le rugbyman gersois, il aime bien son molle, il aime bien sa mêlée, la mêlée qui recule, oh merde, on ne peut pas gagner, alors que maintenant on peut gagner avec la mêlée qui recule, voilà. Ben écoutez, moi, le Stade Toulousain, c'est un club que j'ai appris à découvrir parce que tout simplement j'ai un petit-fils qui y est, celui qui a été malade. Et moi, Lombé-Samatan, nous, on avait envoyé quand même Joël Dupuis, on était capable d'y envoyer quand même notre meilleur joueur, mais à côté de ça, c'est un club dont on était sans doute un petit peu jaloux. À un moment donné, on s'est retrouvés dans leur poule avec eux. Je me rappelle très très bien, alors nous on est habillés avec notre maillot rouge, on arrive au stade. Et je vois le dirigeant, il frappe, vous ne pouvez pas jouer en rouge. Connard. On ne peut pas jouer en rouge, que tu fais chier, tu casses ton. Il revient au bout de moi avec l'arbitre. Ils étaient champions de France, donc ils gardaient à l'époque. Il a fallu leur demander de nous prêter un maillot, quoi. Et oui, on était venus en rouge, nous, on n'avait pas pensé à ça. Et alors, donc, contre le Stade Toulousain, bon, c'était le petit et le gros, quoi. Le petit, voilà. Alors, donc, longtemps, et puis j'ai beaucoup apprécié leur attitude quand mon fils a été, surtout quand mon petit-fils, quand ils ont été vraiment fantastiques avec lui, quoi. Quand il a été malade, un grand club, vraiment, voilà. J'aime bien l'image du petit qui voulait se battre avec les gros, quoi. Mais c'est parce que si je mesure 1m66, maintenant ça a dû baisser. J'étais pas brillant, j'ai jamais été brillant. J'étais un joueur moyen mais qui a beaucoup travaillé.
et qui a toujours rêvé de se confronter à plus grand et plus gros, etc., et à pas lâcher le morceau, quoi. Et je voudrais quelqu'un qui s'est battu jusqu'au bout, quoi. Voilà. Là, actuellement, je le répète, je suis dans ce club. C'est mon pays ici. Vous voyez, là, tout à l'heure, quand vous installiez là, je me rappellerai toujours 59 De Gaulle. De Gaulle qui arrive là, De Gaulle s'est arrêté ici. Et on était tous les élèves du lycée de Mirande, je devais être en troisième, un truc comme ça, et puis toute la ville, un monde de fou, quoi. Et là, c'est le De Gaulle de 59, quoi, adoré, adulé, quoi. Et il descend de la déesse. Et il se met à serrer les mains, et nous, moi, je n'avais pas réussi à y arriver. Même, il y avait mon copain, celui qui a marqué le fameux essai d'ailleurs à Lourdes, des 100 à 3, qui réussit à le toucher. Je râlais, putain, c'est toujours le même qui fait ça. Et là, il y a notre prof de philo qui est là, tout seul. Il a l'humanité sur la poitrine. C'est un souvenir fantastique, quoi. De Gaulle qui descend, qui serre, et lui, il était là avec l'humain sur la poitrine. Mirande, j'ai été élève au lycée interne, j'ai eu des relations très compliquées avec le club de Mirande en rugby. Très compliqué, ça serait très très long à raconter, mais je finis dans l'apaisement, quoi, avec cette ville. J'y suis bien, j'ai mes copains, j'ai mes amis, des gens très gentils, et je crois qu'ils m'aident à bien finir, quoi. Alors, j'espère que ça se termine. Bon, je suis heureux, j'ai trouvé une forme de... Voilà, je suis content. Bon, j'habite là à 300 mètres du stade, j'ai les clés du stade. Je rêvais de finir concierge de stade. Et bien je suis le concierge là, il n'est pas le concierge officiel, mais j'ai les clés. Quand un petit va aller faire à la salle de muscu, il me demande la clé, boum, je vais lui ouvrir, ça me fait marcher. Voilà. Il y a une forme d'apaisement, quoi. Voilà. Donc je suis apaisé. C'était très bien avant et c'est très bien maintenant. C'est pas parfait. Rien n'est parfait sur la terre. Mais c'est un rugby différent, on en a parlé. Le rugby de combat, un rugby de guerre, la préparation à la guerre, quoi, parce qu'on croit qu'on va la faire, je l'ai déjà dit. Et le rugby de maintenant, ça en est un autre, il y a l'argent, il y a tout. Attention, l'argent dans le rugby, il y a longtemps qu'il y est. Il y a longtemps qu'il y est. Ouais, je me rappelle, j'avais 18 ans, je jouais en première ici, au coin du café, là, au coin du glacier. Le trésorier arrive, le trésorier du club, qui est un type extraordinaire, Menu. Et il vient vers moi, il me dit, Henri, ton appartement à Toulouse, j'étais étudiant à Toulouse, quoi, ton studio à Toulouse, combien tu payes? Et on te le paye. Moi, je n'avais rien demandé, quoi. Ce que je veux dire, c'est que le rugby, il n'est pas de guerre. C'était que l'appartement, ça m'a bien arrangé d'ailleurs. Mais voilà, quoi. C'est vraiment... Alors, c'était de l'argent marron, je comprends, maintenant, bon, il est éclairé. Après, je sais que dans les séries, il y est toujours. C'est curieux ce sport d'ailleurs, hein, alors que vous allez jouer au football à la Béjan, le petit village à côté, ou à Mirande, c'est pour rien, quoi, c'est pour le plaisir. Au rugby, il y a toujours eu un petit peu d'argent, quoi, et je vois les joueurs, même de Régional 2, ils essayent de prendre un petit truc, c'est extraordinaire ça quand même, quoi. Alors, souvent, c'est pas grand-chose, mais c'est un principe, quoi, pour eux. Je joue, donc on a ça un support. Mais ça, c'est très vieux, hein. C'est très, très, très vieux, très, très ancien. Voilà. Pour moi, c'était mieux avant parce que j'avais 20 ans. Mais là, c'est mieux avant parce qu'on était jeunes, bien entendu, on était un peu plus en forme, etc. Les filles étaient plus belles pour nous. Maintenant, elles sont... Alors, on a tout qui baisse. La vue Louis, on a tout qui baisse, c'est le cas de le dire.
Et après, on a des petits bonheurs quand même, quoi. Voilà. Quoi.